Très bien, bienvenue à tous, bonsoir et puis merci d'être présents à ce second meet-up, on va dire, après la période un peu difficile qu'on a connue. C'est vraiment super que vous soyez tous présents. En plus, on est content, clairement, on a peu de désistements de dernière minute et ça, c'est vraiment chouette. Merci à The Tribe qui nous accueille aujourd'hui dans ses nouveaux bureaux. Enfin, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes là, mais voilà, moi je considère que c'est nouveau parce qu'on était déjà venu chez The Tribe il y a 2 ans. Ce soir, c'est un meet-up avec 4 speakers quand même. Je pense qu'on sur ce format-là, on n'a jamais fait autant de speakers. Donc un retour d'expérience sur la méthode ShapeUp. Alors déjà, je voulais savoir qui, avant de s'inscrire au meet-up, avait entendu parler de ShapeUp. Ouais, ok, donc quand même pas mal. Qui l'a déjà expérimenté plus ou moins? Ok, moins déjà, hormis les speakers bien sûr. Et qui voilà, est intéressé pour éventuellement tester cette méthode. Ok, cool. Bon, bah, très bien. Ça devrait vous intéresser. Donc, déjà, merci aussi à nos 4 speakers. Donc, Antoine et Thomas de Lucas, Fabien de Dashdoc et Mathieu de Guestute. Hop, voilà, forcément, j'appuie pas sur le bouton. Donc, on commence un petit peu en retard, mais ça va quand même. Là, je ne l'avais pas mis, mais on va avoir une petite présentation de The Tribe par Marine qui a participé à l'organisation du meet-up, donc The Tribe qui nous héberge aujourd'hui. Antoine et Thomas vont un peu nous expliquer la méthode ShapeUp, pour que vous ayez tous le même niveau de connaissance, voilà, les terminologies, la betting table, les hill charts, enfin voilà, je pense que c'est bien de se remettre tous à niveau sur ce qu'est ShapeUp. Et puis ensuite, on aura un retour d'expérience donc d'Antoine et Thomas pour Lucas, ils l'ont mis en place dans une squad chez Lucas. Fabien chez Dashdoc, qui est à fond ShapeUp, et Mathieu, qui a une expérience un petit peu intermédiaire qui conclura. Et on fera l'apéro, mais l'apéro a déjà commencé. Donc, et il y aura des questions-réponses entre-temps. Moi, j'ai un peu oublié de mettre ça. Mais voilà, n'hésitez pas. Merci à Marine, et je te laisse présenter The Tribe. Ouais, merci. Alors, il y a plein de slides, mais en fait, je vais faire très très bref, parce que je pense qu'on a tous envie d'écouter le contenu de la conf. Donc, The Tribe, c'est une agence de développement et de produits. On accompagne plusieurs clients, start-up principalement, mais aussi des entreprises un peu plus grosses, dans l'élaboration de leurs produits. Notre philosophie, c'est d'apporter un maximum de valeur à nos clients. Avec le temps le plus court et puis le budget le plus petit possible. Et du coup, on a 6 ans d'existence. On a 4 bureaux actuellement, celui de Nantes qui est le bureau historique. Mais on a également ouvert des bureaux à Paris, à Lille, et on a une tribu remote qui fait du mobile exclusivement. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Il y a plein d'autres choses sur nos valeurs, mais enfin voilà. Vraiment, le focus de The Tribe, c'est d'être focalisé sur le bien-être des salariés et puis répandre auprès de nos clients la confiance, voilà, travailler main dans la main. Et donc, on a notamment travaillé avec Guestute il y a quelques années. Voilà. Donc, je laisse la main aux autres. Merci en tout cas, on est ravis de vous accueillir. N'hésitez pas si vous avez besoin. Et voilà, bonne soirée. Merci Marie. Bonjour à tous, et merci The Tribe pour l'accueil. Donc moi c'est Antoine Dickman, je suis Product Manager chez Lucas, et puis je suis accompagné de Thomas Moïse, qui est Engineering Manager dans la même boîte. Quand on nous a contactés pour faire ce petit meet-up par rapport à ShapeUp, on nous a demandé aussi de faire cette petite introduction théorique. Donc là l'idée c'est de prendre 10-15 minutes. J'imagine que vous n'êtes pas venu que pour ça, vous êtes aussi venu pour un retour d'expérience. Mais là le but c'est de remettre un peu tout le monde autour de tous les fondamentaux, que tout le monde ait le vocabulaire et qu'on puisse un peu profiter des retours d'expérience, on va dire, de manière la plus optimale possible. Alors, déjà, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est pas ShapeUp. Donc, en gros, ShapeUp, ce n'est pas un cadre méthodologique très formel, avec des règles spécifiques bien définies, telles qu'on peut l'avoir avec Scrum, où il y a le Scrum Guide derrière qui dicte vraiment toutes les règles, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on doit faire vis-à-vis de la méthodo. Il y a même des certifs autour de Scrum, enfin, c'est un univers qui est très vaste. Là, c'est différent. ShapeUp, en gros, c'est un framework qui est issu d'un bouquin que je pense que si vous avez un peu regardé ShapeUp, vous l'avez forcément zioté ou lu dans le détail. Si vous l'avez lu dans le détail, cette intro théorique sera forcément un peu répétitif pour vous. Donc c'est un bouquin qui a été rédigé par Ryan Singer, qui était responsable de la stratégie produit chez Basecamp. Donc c'est un bouquin qui a été rédigé en 2019. Et donc dans le cadre de... En fait, il explique en gros que c'est la méthode qu'ils ont utilisée chez Basecamp
pour construire leur logiciel. Donc c'est un logiciel de gestion de projet. Donc c'est avec cette méthode-là qu'ils ont mis en place ce logiciel pour sortir régulièrement des nouvelles fonctionnalités. Et en gros, ce que dit Ryan Singer dans ce bouquin, c'est que cette méthode, elle est destinée aux équipes, donc à vous, en gros, toutes les équipes qui veulent délivrer des produits à forte valeur ajoutée, délivrer régulièrement de la valeur au sein de leurs produits, dans des délais impartis. Donc c'est vraiment autour de cette notion de délai imparti, délai figé, que toute la méthode ShapeUp a été construite. Et donc là, autour de ShapeUp, il va falloir oublier, en gros, les cycles de 2 semaines que vous connaissez, qui sont relativement répétitifs et qui se répètent, et où vous ne voyez pas forcément le bout. Là, on change un peu de paradigme et on rentre dans une logique de projet, sur une logique plus long terme. Donc sur ShapeUp, on parle souvent de projets de 6 semaines, avec un temps entre les projets de 2 semaines de repos. Enfin, si on peut utiliser ce terme-là, c'est le cool-down, mais Thomas vous expliquera ça un petit peu après. Et pourquoi 6 semaines, c'est intéressant? Parce que c'est un temps qui est suffisamment long pour aborder des projets de A à Z. Donc le Z serait potentiellement une mise en prod, ou voilà, une mise en prod auprès de vos utilisateurs, de vos clients. Et permettre d'engager des projets avec des équipes pluridisciplinaires qui peuvent travailler sur ce projet-là de manière autonome et auto-organisée. ShapeUp, si on regarde un peu le process, il est découpé en 3 parties. Donc là, ce qu'on va faire dans cette présentation théorique, c'est qu'on va voir les 3 parties en allant un petit peu plus dans le détail. On va passer 2-3 minutes sur le shaping, le betting et le building. Le shaping, c'est quoi? Si vous allez partir d'une idée, d'un problème, et vous allez l'amener jusqu'à une solution cadrée. Donc ça, c'est cette première étape. Ça ne veut pas dire derrière que vous allez engager ensuite ce projet dans le delivery. Ça veut dire que vous avez cadré un projet et vous êtes prêt à le présenter auprès de vos stakeholders, auprès des décideurs de votre roadmap. Le betting, c'est justement cette étape où vous allez arriver, vos différentes équipes produits vont arriver avec un ensemble de projets shapés et vous allez ensuite les présenter à ces stakeholders pour arbitrer et décider les prochains projets qui passeront en delivery. Donc ça, c'est la phase de betting qu'on va vous expliquer. Et enfin, le building, c'est ce qu'on communément on va appeler le delivery, c'est la réalisation, l'implémentation des projets. Et là, ce qu'explique ShapeUp, c'est qu'un projet, ça se découpe en scopes, et les scopes peuvent être variables, peuvent bouger dans le cadre d'un projet. Et ensuite, on va aller jusqu'au delivery, donc à la sortie du projet. Et c'est cette phase de building qui est limitée dans le temps. Elle dure 6 semaines avec ShapeUp. Maintenant, si on rentre un peu dans le détail sur chacune des étapes, si on parle du shaping. Donc déjà, il y a qui derrière le shaping? Il va y avoir une équipe relativement senior, en général, qui va être composée d'un PM, enfin d'un ou plusieurs PM, de product designer, de tech lead. Donc en gros, voilà toute une équipe relativement variée, mais qui va tourner autour du product manager. Et le but, ça va être de partir d'une idée, et comme je vous l'ai dit juste avant, de l'amener jusqu'à une solution cadrée, shapée. Alors ça veut dire quoi? Hop. Donc vous allez partir d'une idée. Alors cette idée, ce n'est pas ShapeUp qui va vous dire où trouver votre idée. Donc ça, vous allez la trouver à partir de vos insights produits que vous avez, à partir de votre roadmap stratégique, de vos objectifs stratégiques. Vous avez forcément des idées, votre connaissance du marché, de vos utilisateurs, de vos clients. Vous avez forcément des idées que vous avez envie de creuser, que vous avez envie d'éprouver. Donc ça ne fait pas partie de ShapeUp, mais tout part de là. On ne peut pas shaper un projet si on n'a pas une idée à la base et un problème qu'on veut résoudre. Autour de cette idée, vous allez définir précisément le problème que vous voulez résoudre. Donc ça, c'est vraiment la première phase du shaping. Vous vous concentrez sur le problème, vous essayez de le décrire au maximum. Et après, on verra pour le formalisme. Vous allez vraiment cadrer le problème, décrire le problème. Et ensuite, vous allez définir l'appétit que vous allez vouloir donner pour résoudre ce problème. Donc là, quand je parle d'appétit, je ne parle pas d'estimation. L'appétit, c'est quoi? C'est le temps que vous êtes prêt à payer de votre poche auprès de vos équipes. Combien de développeurs je suis prêt à mettre à temps plein pour résoudre le problème que je suis en train d'essayer que j'ai identifié. Et Ryan Singer, ce qu'il dit dans le bouquin que je trouve assez intéressant, c'est qu'il fait le parallèle justement avec l'estimation. Pour lui, l'estimation, c'est quoi? C'est vous partez d'une solution et vous arrivez jusqu'à un nombre, en gros, quel chiffrage. Et l'appétit, c'est complètement le paradigme inversé, c'est-à-dire que vous partez d'un nombre. Je suis prêt à investir 3 personnes à temps plein pendant 6 semaines pour résoudre ce problème-là. Et ensuite, vous allez l'amener jusqu'à la solution. Donc il y a une vraie inversion de paradigme qu'il faut prendre en compte avec ShapeUp. Et on a pris du temps justement sur la partie appétit, estimation, à pas revenir dans les travers d'avant, en quelque sorte. Ensuite, une fois que vous avez votre problème, une fois que vous avez défini l'appétit, donc l'énergie que vous allez vouloir, le temps que vous allez vouloir allouer à résoudre ce problème, là l'idée, ça va être de cadrer une solution. Donc là, on n'est pas dans de la spécification détaillée, on n'est pas dans de la recherche exploratoire, ce n'est pas du discovery non plus. Donc là, là-dessus, on a pas mal, ça fait 1 an qu'on est sur ShapeUp, donc on a pas mal progressé là-dessus. Donc là, le but, c'est de trouver le bon niveau de cadrage pour aller très loin dans le quoi. En gros, vraiment décrire la solution qu'on veut résoudre,
sans tomber dans le surdétail sur le comment. Donc, je prends le cas par exemple de maquette. On ne fait pas de maquette ultra détaillée à cette étape-là. On va plutôt faire des croquis, des wireframes, des user flows. On va décrire une trajectoire, mais on va expliquer tous les cas à la marge, toutes les règles métiers qu'on veut traiter. Mais on ne va pas trop loin dans le comment. Parce que derrière, ça va être l'équipe qui va être autonome pour s'organiser et surtout pour définir plus précisément comment cette solution va se réaliser dans la réalité. Donc là, vous avez votre problème, vous avez le temps, vous avez la solution. L'étape d'après, il va falloir dérisquer cette solution. Donc forcément, autour de cette solution, il y a plein de sujets, on appelle ça les rabbit holes dans ShapeUp. Il y a plein de petites questions qu'il faut se poser. C'est le bon moment de le faire dans le shaping pour éviter, comme on dit du projet, que le projet échoue parce qu'on n'a pas pensé que pour réaliser le projet, en fait, il faut former toutes les équipes de mois une nouvelle techno, sinon elles ne sont pas prêtes à le réaliser ou à une connaissance métier ou autre. Donc là, le but, c'est d'identifier des risques et de les traiter. Ça va faire partie du shaping, de bien les identifier, de bien les lister pour dérisquer les projets au maximum. Donc on va améliorer la solution en faisant ça. Et donc tout ce que je vous ai dit dans ShapeUp, donc ce que dit le bouquin justement, c'est qu'ils ont mis en place un formalisme pour faire tout ça. Ce n'est pas simplement 4-5 paragraphes pour le faire. Là, ce qu'ils expliquent, c'est que vous devez rédiger un pitch. Et donc un pitch, ça va être 3-4 pages d'écrit, en gros. C'est un formalisme assez simple. Vous allez redécrire votre problème dans le détail, présenter l'appétit. Donc là, ça va être un projet où je veux investir 3 développeurs à temps plein le temps du run pour le réaliser. La solution, ensuite, donc décrire la solution avec quelques diagrammes, quelques wireframes potentiellement pour la guider. Les risques, identifier les réponses autour de ces risques-là. Et les limites, on appelle ça les no-gos dans ShapeUp, c'est les limites, les frontières du projet, c'est tout ce qu'on ne veut pas réaliser dans ce projet. Donc on précise, on détaille bien ce qu'on ne veut pas faire dans le cadre du projet et ça peut éviter justement de dériver et de ne pas arriver à faire ce projet-là dans le temps imparti. Une fois qu'on a ce pitch, ça ne veut pas dire qu'on va lancer les devs. Il y a une étape intermédiaire qui est le betting et je te laisse prendre la suite. Thomas. Merci. Bonsoir. Là, je suis super surpris. Moi, j'ai fait des meet-up autres et je vois des gens ici qui prennent des notes. Je ne suis pas habitué à ce que les gens prennent des notes. Je trouve ça génial. Un public différent de celui auquel je suis habitué. La betting, c'est la deuxième étape du framework. Ce n'est pas vraiment une étape, c'est plus une réunion, en fait, dans laquelle on va décider de ce qu'on va faire dans les 6 prochaines semaines. Donc c'est le moment en fait où le travail qui a été réalisé par les product managers et au service des product managers, les tech leads et les UX, etc., vont venir présenter leur pitch, venir pitcher, d'où le nom de pitch, vont venir pitcher leur solution, exactement comme je viendrais pitcher une startup, vont venir pitcher ça pour essayer de vendre leur solution, leur expliquer aux stakeholders que c'est le prochain projet qu'il faut faire. Et c'est là qu'on va décider donc du coup de qu'est-ce qui va être fait dans les 6 prochaines semaines. Tout petit aparté sur les backlogs. Vous avez vu que dans les pitchs, on n'a pas en fait une liste de tâches qu'on va mettre en place. On ne démarre pas avec ça. On ne démarre jamais avec une liste de tâches. On exclut le backlog. Alors là, c'est un vrai changement pour les équipes qui sont habituées à faire du Scrum. C'est-à-dire qu'on ne définit pas une liste de tâches à mettre en place. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit que c'est très contraignant et que ce n'est pas adapté en fait, au mode projet qu'on essaye de mettre en place dans ShapeUp. Moi personnellement, je trouve que c'est souvent une perte de temps les backlogs. On définit plein de tickets. Alors je ne sais pas qui chez vous définit les tickets, mais des fois c'est partenariat avec un PM, des fois c'est le PM tout seul, des fois c'est le PO, des fois ça dépend comment vous êtes structuré. Hein. Mais voilà, on définit plein de tickets, puis après on fait du grooming de tickets, c'est-à-dire qu'on doit se redemander qu'est-ce qu'on a voulu dire à ce moment-là. Puis moi, en tant que développeur, je prends le ticket, je dis zut, soit il est super détaillé et je me sens un peu inutile, j'ai plus qu'à coder un truc qui est marqué là, soit il n'est pas du tout détaillé et à ce moment-là, je vais embêter mon product owner pour le faire. Donc, perte de temps, on oublie les backlogs. La betting table, précisément, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que c'est? C'est une réunion. Pour nous, ça prend 2-3 heures à peu près, ça dépend. Des fois, on est assez efficace. Dans lesquelles il y a évidemment les PM qui viennent présenter leur pitch. Il y a ce qu'on appelle des stakeholders. Alors, plus c'est haut dans la boîte, mieux c'est. Le livre conseille d'avoir le CEO, le CTO, enfin les gens importants.
Chez nous, ce n'est pas possible que tout le monde, le CEO soit présent à chaque fois qu'on décide toutes les 6 semaines dans notre équipe. Donc en fait, c'est les stakeholders de notre équipe, c'est-à-dire c'est le directeur de notre BU, c'est les PM, c'est les responsables, donc voilà, on va décider tous ensemble de ce qu'on va faire. Et pour ça, on a des contraintes. On a des contraintes sur l'équipe. C'est-à-dire, on ne peut pas faire tout n'importe quoi. On a un nombre de personnes qui vont travailler sur le projet à un instant T. Donc on a ça. Et on a aussi la roadmap. Ce qui est intéressant, malgré tout, c'est qu'on n'est pas contraint par la roadmap. On peut prendre des choses qui sortent un petit peu de la roadmap. Malgré tout, les stakeholders sont responsables de faire en sorte que les pitchs choisis soient dans le cadre de la roadmap et y répondent. Donc ça, c'est un truc assez intéressant. Une fois que c'est décidé, eh ben, on va pouvoir passer à la vraie deuxième étape du framework, de ShapeUp, qui est la phase de building. Et la phase de building, c'est moi la phase qui m'intéresse le plus, parce que je suis aussi développeur, c'est le moment où on va fabriquer des choses. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on va constituer des micro-équipes. C'est ce qu'on a fait dans le betting table. On est des micro-équipes. Micro-équipes, c'est quoi? Ça va dépendre de votre taille, mais chez nous, c'est 2 développeurs à peu près. Alors nous, on n'a pas de développeur full stack dans notre équipe à nous, donc ça va être un développeur back, un développeur front, et puis un PM, évidemment. Voilà, donc ça va être à peu près ça, éventuellement un intégrateur. Voilà. Et donc ces micro-équipes sont auto-organisées. Et le PM confie non pas une liste de tâches, on ne lui donne pas justement le fameux backlog, à qui on va donner ça et dire bah, allez-y, faites, buildez, faites les choses comme ça. Non, on confie un projet. Et là, le projet, on a 6 semaines, les développeurs ont 6 semaines pour s'organiser, pour réaliser ce projet. Ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est que le pitch, il était rough, c'était brut, les données c'était brut. Ça, c'est assez important. C'est important parce que les développeurs ont besoin de s'approprier un projet pour qu'il soit fait. Si c'est trop précis, trop bien calculé, on ne peut pas se l'approprier. On n'arrive pas à rentrer dedans. On est juste des exécutants et on n'a aucune valeur ajoutée en dehors d'ajouter des lignes de code. Et ça, c'est pas bon pour le projet parce qu'au final, on ne fait pas quelque chose qui nous ressemble, qui correspond à nous. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On va mettre en place un système de scoping. Nous, on fait ça en fait au début du projet. On fait une réunion, qu'on a un kick-off de chaque projet. Chaque projet est présenté lors d'un kick-off par les PM. Alors les gens qui développent dessus vont commencer déjà à s'intéresser au projet, mais c'est le tout départ. Et le scoping, c'est quoi? Et on essaye de cartographier le projet en tant que développeur, de voir par quoi je vais commencer, qu'est-ce qu'il va falloir développer en premier, puis après, etc. Donc on va faire un scoping. Et ce scoping, là où il est intéressant, c'est que c'est une vue d'esprit, c'est l'imagination qu'on a du projet en tant que développeur. C'est la façon dont on se représente le projet. Et ça peut être des scopes qu'on identifie tout de suite, parce que ce qui est appelé des scopes imaginés, des scopes qu'on identifie tout de suite, mais il peut y avoir aussi des scopes qu'on va découvrir. C'est-à-dire, ce n'est pas une liste exhaustive de « je sais que si je fais ça, ça, ça et ça et ça et ça, je vais finir mon projet ». C'est quelque chose une représentation mentale, je pense que le projet va se découper comme ça. Il se peut très bien qu'au fur et à mesure du projet, dans les 6 semaines, on soit amené à découper un scope en plus petits scopes, parce qu'on avait prévu trop gros, ou alors même enlever carrément un bout de fonctionnalité, parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas jouable dans les 6 semaines, et donc on va faire ce qu'on appelle du scope hammering, c'est-à-dire on va marteler le scope jusqu'à ce que ça rentre dans les 6 semaines, mais tout en soutenant le projet. Le but du jeu, c'est d'avoir un projet, et là c'est important d'avoir cette ownership des développeurs pour qu'ils soient vraiment maîtres de ce qu'ils font, et qu'au bout de 6 semaines, ils aient l'impression d'avoir conduit un projet complètement. Pour ça, on utilise une astuce qui est sympa, qui est proposée aussi, c'est d'avoir que les scopes et les fonctionnalités soient détaillées en must-have, should-have, nice-to-have. Enfin, on peut aller dans la précision qu'on veut, mais ça permet de donner une idée aux développeurs de OK, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est vraiment l'essence du projet, et à quel moment, quel endroit je peux bypasser, quel endroit que je peux découper, enlever et passer à côté. Alors les développeurs sont autonomes pendant 6 semaines et c'est un moment où les développeurs prennent, on verra après quand on fera notre Rex, c'est un moment où les développeurs prennent le contrôle. Autant dans la phase de shaping dont a parlé Antoine, les développeurs sont au service du PM pour trouver la meilleure solution. Le PM ne travaille pas tout seul, il y a des choses techniquement, il va demander est-ce que c'est faisable de faire les choses de cette manière-là. Donc ça, c'est à ce moment-là, c'est le développeur, les tech leads sont au service des PM. Là, c'est inversé. Les
les PM sont au service des développeurs. Je me pose une question de qu'est-ce que tu as voulu dire, c'est quoi exactement comment tu imagines ça? Est-ce que cette liste, je dois la trier de telle manière? Est-ce que je dois faire ceci? Voilà. Et donc ça, je vais chercher ces informations-là. Mais ça ne veut pas dire que les développeurs et le PM partent dans un coin tout seul pendant 6 semaines. On n'est pas dans un mode tunnel, et à la fin, on montre un truc et on est forcément à côté. Vous connaissez le mode tunnel qui existe encore beaucoup trop. Donc on montre des progrès. Pour ça, on utilise un outil qui s'appelle les Hill Charts. Est-ce que vous connaissez? Vous voyez à quoi correspondent les Hill Charts? Les Hill Charts, c'est le contrepoids de je prends un ticket et soit il est dans une première colonne, il n'est pas fait, soit il est dans une colonne, il est en cours, et puis il reste là un moment, on ne sait pas, il est là-dedans, il est en cours, et puis un jour, il arrive bah, vas-y, teste-le. Voilà. Donc c'est le contrepoids de ce truc-là. Et c'est pas, on ne parle pas de ticket, on parle vraiment de scope, et l'idée, c'est d'avoir une charte, c'est juste une courbe de Gauss, et se dire, OK, au début, je gravis la colline. Mon projet, la tâche sur laquelle je suis en train de gravir la colline, c'est-à-dire je suis en train de me demander comment je vais pouvoir résoudre ce problème. Techniquement, j'ai des idées, je commence à imaginer des choses, je vais pouvoir travailler dessus, j'affine. Et puis au moment où j'ai trouvé, OK, j'ai la solution, j'ai l'algo qui me permet de faire ça, j'ai la solution technique, j'ai choisi la lib, voilà, j'ai fait tout ça, ben, je vais pouvoir commencer à implémenter. Voilà. Ce n'est pas du tout linéaire, parce que ce n'est pas une notion de temps en fait. En abscisse, on n'a pas le temps, l'abscisse, hein, c'est ça en bas, je sais plus. Merci. On n'a pas de notion de temps, on a juste une notion de progrès. Et ce progrès n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on peut très bien aller très vite à trouver une solution, et par contre l'implémentation peut être plus longue, il y a des tâches rébarbatives qui sont comme ça, et inversement, des fois on met très longtemps à trouver une solution qui en fait va se mettre en place en 2 lignes. Mais au moins on a une vision, ce Hill Chart donne une vision à un instant T de la représentation mentale qu'en ont les développeurs du projet. Et ça, c'est ce que vous voulez en tant que PM en général pour savoir où vous en êtes du projet. Vous avez beau demander aux développeurs, bah alors tu penses avoir fini demain? Bah, la plupart du temps, le développeur dit bah ouais, je pense, puis dans 3 jours après, il y est toujours. On est d'accord? Ça existe? Voilà. Et ça, bah, là au moins vous avez une vision. Vous avez, ok, bah, je suis en train de comprendre comment ça fonctionne. Et le savoir comment ça fonctionne, au moins vous pouvez l'aider. Vous savez à quel moment il y a des trucs qui bloquent, vous savez qu'on commence à mettre en place ce genre de choses. Une notion qui est importante pour ShapeUp, et sur laquelle on a eu du mal, on y reviendra dans le Rex tout à l'heure, c'est la notion de good enough. La notion de c'est suffisant. On a 6 semaines pour faire le projet. On est au nord du projet. Et en 6 semaines, il faut sortir quelque chose. Et ça, bah, c'est compliqué. Et ça veut dire qu'il va falloir trancher dans le vif peut-être des fonctionnalités. Il va falloir se dire, OK, ce truc-là, c'est suffisant, ça marche. Et ça marche, ça ne veut pas dire que je vais casser dans la qualité, ça veut dire que je vais limiter un petit peu les fonctionnalités. Typiquement, je dois mettre en place une liste d'items. Bah, la première chose que je veux faire, c'est l'afficher. Le fait qu'elle soit triable, pas triable, avec des filtres, pas de filtres, bah, tout ça, peut-être que c'est moins important. Donc ça, c'est, je suis propriétaire et donc en partenariat avec le PM, je peux aller voir le PM en disant, là, je pense que tes filtres, c'est un peu complexe, on va en enlever la moitié, on va faire les choses un peu différemment, on va prendre des raccourcis. Voilà. Et ça ne peut marcher que si les développeurs, l'équipe est propriétaire, c'est vraiment le projet de l'équipe. Sinon, bah, si j'ai une liste de tâches, je prends ma liste de tâches une par une, et puis à la fin, j'ai quelque chose qui marche peut-être. Et ça, c'est ce qu'on appelle, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le scope hammering, le remodelage de scope. Une fois qu'on a mis en prod, qu'on a fini le projet, alors pour ShapeUp, c'est la mise en prod. Après, franchement, ça va dépendre des projets. Nous, on a des projets qui ne sont pas encore en prod, et malgré tout, on est sur du ShapeUp, mais j'ai fini, j'ai livré quelque chose, ça a été testé, ça a été recetté. Et ben, il est temps de se reposer. Les développeurs peuvent enfin se reposer. Alors non, en fait, c'est pas du tout du repos, on est focus, en tant que développeur, les équipes de développement sont focus sur un projet pendant 6 semaines. Et le cooldown, c'est le moment où on va pouvoir adresser plein de petites choses pour améliorer le projet. Mise à jour d'une librairie, repasser sur quelques tests, peut-être un petit refacto que j'ai laissé dans un traîneur dans un coin, ce genre de choses. En fait, c'est le moment, c'est Antoine qui m'a poussé cette vision-là, c'est le moment où c'est les développeurs qui choisissent la façon dont ils vont amener de la valeur au projet. Ils ont une façon d'amener de la valeur au projet qui est différente d'un PM. Le PM est orienté produit, le PO est orienté produit, il va apporter de la valeur fonctionnelle, et nous on va apporter de la valeur technique. Il faut apporter un socle solide, et c'est là qu'on le solidifie, c'est pendant ce cooldown-là. Nous, le cooldown, on le voit
comme étant en deux phases. On a une phase de cooldown ou une phase de warm-up. Parce que pendant le cooldown, c'est aussi là qu'il y a la betting table de la prochaine partie. Et donc, du coup, il y a le choix des projets qui est fait. Et donc, ça permet aux équipes qui viennent de se constituer de commencer à rentrer petit à petit dans le projet. Donc, pour nous, c'est vraiment une phase de cooldown. OK, je descends, je commence, je rafistole un peu mon projet s'il faut. Il y a un petit peu de refacto, j'ai laissé dans un coin, je le fais, je mets à jour une lib. Et puis, la phase de monter en compétences. J'essaye de comprendre fonctionnellement ce qui va être attendu. J'essaie de voir un peu où on va aller. Et comme ça, je suis prêt à démarrer les 6 semaines dès le début. Voilà. Merci. Merci Thomas. Donc maintenant on va démarrer les Rex. Donc on avait cette petite intro, cette intro théorique et là l'idée c'est que Mathieu, Benoît et nous-mêmes nous fassions quelques retours sur comment ShapeUp ça s'est implémenté chez nous, quels problèmes on a rencontrés, les bénéfices qu'on a eus. On a chacun un peu suivi notre plan de notre côté et on va commencer rapidement par se présenter en quelques mots. Bon, ça fait bizarre après la longue introduction. Donc nous on travaille chez Lucas avec Thomas. En quelques mots, Lucas c'est une boîte qui a été fondée en 2002 par Gilles Sadget qui est toujours notre CEO aujourd'hui. Beaucoup de chiffres sur ce slide, on a 4400 clients, 800 000 utilisateurs. Aujourd'hui un utilisateur c'est une personne qui utilise au moins une fois notre solution chaque mois, une de nos solutions. On est 300, quasiment 300, je crois 299 plus précisément. On est répartis sur 3 sites, donc on est à Paris, à Nantes, on est une centaine à Nantes et à Marseille. Et on est dans un contexte de forte croissance, environ 40% là, sur les 2 dernières années. Donc qu'est-ce qu'on fait chez Lucas? Alors chez Lucas, on édite des solutions qui ont pour but d'optimiser la gestion des entreprises. Donc ça part de l'automatisation des processus administratifs et RH. Donc tout ce qui est gestion des congés, distribution des bulletins de paye, gestion des notes de frais, gestion des achats. Avec Thomas, nous on fait partie de l'équipe Climi, qui est ici, sur toute la partie finance d'entreprise. Donc nos amis, nous, c'est les comptables, c'est un peu moins, on va dire la partie compta de Lucas, et le reste, c'est plutôt la partie RH. Et donc on travaille sur la solution de notes de frais et de gestion des achats. Et donc ça va des processus, de l'automatisation des processus administratifs et RH jusqu'à l'engagement des collaborateurs. Donc on a aussi une solution pour faire des enquêtes anonymes auprès des collaborateurs d'une boîte, et puis tout ce qui est suivi des entretiens, des objectifs, formation des collaborateurs, etc. etc. Je ne vais pas aller plus loin sur Lucas, ce n'est pas le but de cette presse. Je redonne la parole. Allez. Sur pourquoi ShapeUp. Pourquoi ShapeUp on va aller vite. Pourquoi ShapeUp? Moi, quand je suis arrivé chez Lucas il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans et quelques, j'ai été surpris par la... Alors je suis sûr que vous êtes tous des PM et des PO de grande qualité. Vous êtes à peu près tous PM, on est d'accord? Mais par la qualité des PM, en fait. Vraiment, les PM sont très cajolés chez Lucas et on attend beaucoup d'eux. Ils fabriquent des solutions. Ils ne sont pas en mode là où moi j'étais habitué sur de l'agilité classique, où j'aime bien en tant que développeur, en tant qu'ingénieur même, qu'on me présente un problème et moi je suis là pour résoudre les problèmes. Et chez Lucas, non, c'est les PM concevaient des solutions et moi je suis là pour implémenter la solution. C'était compliqué pour moi d'accepter ça. De dire, ok, je suis plus un ingénieur, je suis juste quelqu'un qui met des lignes de code, et c'était complexe. Et on revenait presque à des cycles en V, c'est-à-dire que les solutions sont conçues, et puis après, elles sont implémentées. Et là, wow, c'est pas très itératif, on a beau dire qu'on fait du Scrum par-dessus ça, ouais, okay, ça marche pas, dans ma tête, ça marchait pas trop bien. Donc du coup, j'ai cherché quelque chose qui fonctionnait. Je viens d'une société, je travaillais avant chez La Fourchette. Et au moment où je suis parti, ils ont commencé à travailler avec ShapeUp. Ok, ShapeUp, je regarde, pas mal. Et là, j'aimais bien parce que ça acceptait le cycle en V quelque part. C'est presque des cycles en V. C'est-à-dire, il y a un PM qui réfléchit, qui développe une solution, qui réfléchit à une solution, et après, il y a une équipe d'ingénieurs qui vient de l'implémenter. Ça enlève de la responsabilité à personne, mais ça permet ça. Ça permet à ce que les PM réfléchissent vraiment à une solution, et que d'ailleurs qu'on les implémente sans enlever ce truc-là. Donc ça nous permettait ça. C'est le pourquoi du ShapeUp chez nous. C'était compatible avec le fait qu'on ait des PM beaucoup trop intelligents. Hop. Comment? C'est pour toi? Je sais plus. Non, c'est toujours pour toi. Ah, c'est toujours pour moi. Ok. Je suis très fort en iconographie. J'ai fait un joli dessin
avec je ne sais pas quel outil de... Pas du tout. Ça représente à peu près la façon dont nous, on travaille avec ShapeUp. On a ici représenté le début d'un run et le début d'un autre. Et même, voilà, avant que le run commence, donc on a la phase de pitch. Là, les PM, on a ici les PM et ici les devs. Et donc, il y a de l'idée, on commence à l'idée, on commence à mettre en place le pitch. Là, ici, on a la table bet, le betting table. On a un kick-off des projets, c'est-à-dire là, les projets sont présentés aux développeurs et on commence à découper en scope. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, on va faire de la discovery, on va trouver, non, c'est ici, je suis sur le build 1, le premier. On va, en tant que développeur, je vais commencer à coder ce qui a été présenté ici. Je vais commencer à coder. Et là, le PM est au service. Le PM est au service des développeurs. Okay. Je développe pendant du coup 6 semaines. Le temps et l'échelle n'est pas respectée. Je développe pendant 6 semaines, puis après je peux apporter de la valeur autrement. Et côté PM, j'ai toujours de l'avance. Les PM ont toujours de l'avance. C'est-à-dire ils vont travailler sur le run suivant en parallèle, ou même des fois des runs encore plus avant, hein, ça dépend à quel niveau de discovery ils sont. Donc ils vont commencer à mettre en place des pitchs, écrire leur pitch. Et à ce moment-là, c'est l'inverse. C'est ici, les devs sont au service des PM. Ils ont besoin de notre cerveau, en gros. OK. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Donc on a les deux tracks qui sont en parallèle. Vous voyez que c'est pas séquencé, c'est assez séquencé, mais le track 2 commence alors que on est en phase de build sur le track 1, etc. Voilà. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que dans la phase pendant la réflexion, les devs sont au service du PM, et pendant la phase de build, c'est les PM qui sont au service des devs. C'est un élément que j'aime bien. Je crois que pour la suite, on vous a listé quelques bénéfices. Alors, ça fait un peu plus d'un an qu'on est sur ShapeUp aujourd'hui. Puis dans la deuxième partie de ce REX, ce sera plutôt les problèmes qu'on a toujours aujourd'hui là-dessus et vous les partager. Je pense que ça peut être aussi utile pour vous. Donc, sur la partie bénéfices, je crois qu'on en a listé 3-4. Sur ce premier point, donc moi je suis product manager depuis 2014 dans 3-4 boîtes différentes. Et alors pour être honnête, j'ai toujours fait du Scrum avant, alors que même j'ai fait du dev avant, donc aussi en tant que dev. Et donc là, depuis qu'on a mis en place ShapeUp, là, depuis un an, en étant très très transparent là-dessus, j'ai l'impression d'avoir complètement changé ma façon de faire le job. C'est qu'avant, j'avais l'impression, avec le recul, j'étais plutôt un project manager. J'accompagnais le delivery, mais vraiment dans le détail. On faisait ce découpage d'US, où on découpait des US pendant je ne sais pas combien de temps. Ensuite, on allait les challenger, faire du grooming, les challenger ensuite auprès de l'équipe de dev. Puis ensuite, on rentrait dans l'implémentation. Puis après, on se rendait compte tout le temps, dans la vraie vie, que le découpage qu'on a fait, il ne correspond pas du tout à la manière dont ça va être implémenté. Je pense que cette situation, vous la connaissez tous. Et là, on se demande pourquoi j'ai fait ce découpage, à part essayer de respecter ce que dit un bouquin ou les bonnes pratiques d'écriture d'US. On se demande si ce temps il est utilisé comme il faut. Et donc là, avec ShapeUp, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir changé de job, d'être devenu product manager justement. Donc, alors je passe pas mon temps à écrire des pitchs. Il y a une coquille, on est d'accord. Il y a une coquille ici. Et non plus project manager. Il y a une grosse coquille dans ce slide. C'est pour voir ceux qui suivent. Tout à fait, une belle coquille même. Et j'en ai perdu ce que je voulais dire. Et au final, maintenant, mon job, c'est pas écrire des pitchs toute la journée, c'est pas ça. Ça nous prend une partie de notre temps. On est en support du delivery, donc on passe du temps avec les clubs dev quand ils en ont besoin. Sur certains projets, on est même effaré par le fait que pendant 6 semaines, on n'entend quasiment pas parler du projet, puisqu'on va sortir, on est époustouflé en quelque sorte de ce qui sort. Donc ça fait plaisir. Donc on passe beaucoup moins de temps à essayer de faire du découpage pseudo-fonctionnel et technique qui ne marche pas, et qui ne correspond pas à l'architecture en plus du projet. Et on fait beaucoup plus pour moi, ce qui est vraiment le cœur de notre métier, c'est de la discovery. On passe beaucoup plus de temps avec les utilisateurs, avec les clients, et ça, c'est une vraie réalité que j'ai constatée, quoi. C'est pour moi. Il y a un bon équilibre, je vous l'ai dit, parce qu'il y a des échanges, en fait, il y a l'équilibre, je vais aller très vite, bon équilibre entre le produit et la tech, puisque c'est des échanges et c'est clairement, pendant la phase de run, les techs qui sont aux commandes et inversement. Et donc ça, c'est vraiment agréable. On n'a plus dans cette confrontation qui peut exister de « je ne comprends pas ton ticket ».
Tiens, est-ce que tu peux me le réexpliquer? On l'a encore un petit peu, hein, je vous rassure, mais beaucoup moins, et c'est vraiment pas mal. C'est clair de où on va, et le côté projet plaît bien à tout le monde, à la fois pour les PM, parce que conduire un projet, c'est autrement plus intéressant que de conduire un backlog. C'est vraiment pas passionnant de conduire un backlog. Et pour le dev, parce qu'on est responsabilisé. On a un projet à fabriquer et non pas une liste de tâches. Ouais, je suis content, j'ai fait 3 tickets aujourd'hui. Non. Ça joue complètement la motivation des équipes de dev. Hein, ça, c'est ce que moi je ressens là-dessus. Alors le mode projet, pareil, là, le fait qu'on ait 6 semaines, qu'on a un délai imparti, alors Thomas qui nous a beaucoup aidé à mettre en place cette méthode chez Lucas, enfin au sein de l'équipe plus particulièrement, il n'a pas lâché pour qu'au bout des 6 semaines, on pose le stylo. Au début, on s'est loupé dans la réalité, au bout de 6 semaines, on n'avait pas fini, puis on allait marcher sur le cooldown pour finir le projet, et puis on a eu même des cas pires, on a fini le projet A, puis le projet d'après, c'est finition du projet A. Ça, c'est des petites erreurs de jeunesse qu'on a eues en quelque sorte quand on a mis en place la méthode. Mais dans la réalité, maintenant, je pense que ça fonctionne bien. Mais pourquoi? Parce qu'on sait que maintenant, on a 6 semaines. Il faut se débrouiller pour sortir quelque chose qui résout le problème d'origine. On a 6 semaines, on a un délai imparti. Et ça permet d'éviter, parce que si je prends le parallèle, on était en Scrum juste avant sur des fonctionnalités où on a passé des cycles et des cycles, donc potentiellement 6 mois, sur une fonctionnalité pour en sortir la V1, la V1.1, la V1.2, la V1.3. Et en fait, au final, la V1.1, elle suffisait largement. Et on aurait pu partir sur un autre sujet, mais le fait qu'il n'y ait pas de fin, c'est dur de s'arrêter. En fait, on a constamment envie de faire mieux, d'améliorer, de peaufiner. Et au final, on n'utilisait plus le temps comme il faut. Donc là, après, ça n'empêche pas, toutes les 8 semaines, devant la betting table, de dire moi, j'ai sorti cette fonctionnalité, je veux rajouter un truc par-dessus, je veux le pitcher, je peux. Mais potentiellement, ça ne passera pas et c'est autre chose qui passera à la place. Et ça, c'est assez intéressant et ça permet de vraiment mettre dans une logique où les gens savent aussi qu'on va sortir quelque chose toutes les 6 semaines. Et c'est assez... ça marche plutôt bien. C'était pour toi celui-là. Ouais, ça c'est sur l'arbitrage collégial des projets, donc tout ce qui tourne autour des betting tables. Donc, tout à l'heure dans le slide de Thomas, il y a marqué quand le boss décide. Dans la réalité, nous, il y a Vincent, donc notre directeur de BU, qui est là pour les arbitrages finaux. Mais dans la réalité, c'est très collégial dans la manière dont on va arbitrer les différents projets. Donc il y a des PM, il y a des tech leads, il y a des product designers et il y a notre directeur de BU. Et on décide globalement ensemble, on a la roadmap, on sait où on veut aller, on a notre stratégie, on sait où est-ce qu'on a envie d'être à 18 mois par exemple. Mais cet arbitrage est fait vraiment de manière collégiale et ça fonctionne plutôt bien. Et le fait d'impliquer les devs dans l'arbitrage, dans le choix des prochains projets, c'est plutôt positif. Et ouais. Et sur la roadmap, c'est justement, c'est pas parce qu'il y a une betting table et qu'on peut pitcher tout et n'importe quoi, en quelque sorte, qu'on n'a plus de roadmap. Donc ça, c'est un point qu'on voulait aussi vous faire passer. Par contre, les équipes opérationnelles qui travaillent avec nous, donc on a une squad d'experts sales, consultants et autres, et au support qui savent qu'on utilise cette méthode-là, ils sont aussi rassurés parce qu'ils savent que toutes les 8 semaines, potentiellement, on peut faire passer des petits projets de quick win qui n'ont potentiellement rien à voir avec la roadmap. Aujourd'hui, si un PM dans l'équipe a une idée, il se lève un matin, il connaît la roadmap principale de la boîte, mais il est persuadé qu'en faisant tel projet, ça peut nous permettre de faire monter le chiffre d'affaires ou je ne sais quel autre bénéfice, et il a toute la légitimité pour arriver à la betting table avec un pitch qui sort de nulle part. Et donc, c'est assez intéressant aussi pour favoriser l'innovation. Alors, malgré tout, on a eu beaucoup de difficultés au départ avec ShapeUp. On en a encore beaucoup, mine de rien. On n'est pas dans un monde enfin, moi, j'adore. Je pense qu'on est fans tous les deux. Et je pense que globalement, l'équipe est plutôt contente. Mais c'est compliqué. Notamment, par exemple, sur la répartition des équipes. On choisit des projets et savoir à qui affecter comment, c'est pas évident. Il faut tenir compte des envies de chaque développeur, des compétences, des congés. Voilà, on s'est planté sur les congés. Ouais, ça parce que 6 semaines, si vous incluez dessus 2 semaines que vous oubliez 2 semaines de congés, 6 semaines, c'est plus la même. Voilà, il y a plein de trucs à mettre en place là-dessus et c'est très compliqué d'avoir des équipes qui soient efficaces et surtout qui se renouvellent aussi parce que, mine de rien, on ne veut pas non plus que ce soit toujours les 2 mêmes binômes qui travaillent ensemble. On veut qu'il y ait des interactions qui se mettent en place, qu'il y ait une montée en compétences sur les projets. Donc ça, la répartition dans les équipes n'est pas évidente.
On s'est planté, on continuera à se planter, mais c'est pas grave. Et on a quelques ressources aussi, pour vous, on a quelques ressources partagées. Aujourd'hui, nous, on est 18 dans l'équipe. Donc, il y a des devs, intégrateurs, product designers, product managers. À chaque run, on engage en général 4-5 projets, à peu près. Enfin, ouais, 3-4, ça dépend, jusqu'à 5 dans des cas un peu extrêmes. Quand on a des plus petits projets, dans la réalité, on a que 2 intégrateurs aujourd'hui. Et on n'en avait qu'un jusqu'à lundi. Et donc, il y a toute cette problématique de ressources un peu partagées. Donc ça, c'est des personnes qui vont être un peu plus volants, qui va falloir synchroniser sur tous les projets. Donc plus on a une équipe pluridisciplinaire, plus les projets sont simples, mais la réalité, elle est tout autre, quoi. Enfin, elle peut être tout autre, pardon. Aujourd'hui, ce qu'on pense, nous, par rapport à cette méthode, c'est que n'importe qui dans l'équipe a le droit de pitcher un projet. Alors, qui les pitch dans la réalité, c'est souvent les PM. On est 4 PM dans l'équipe. Il y a quelques lead dev qui ont pitché des projets de réduction de dette, migration d'une librairie, d'un framework ou autre, quand il fallait le faire. Mais c'est relativement rare, peut-être un peu trop rare à notre goût. Donc ça, c'est un sujet qu'on essaye beaucoup de pousser l'équipe, beaucoup pousser les devs à dire que si à un moment donné, attendez pas 2 ans pour vous plaindre qu'on aurait dû mettre à jour Angular ou je ne sais quoi et que ça nous cause du problème. Si c'est des petits sujets, ça peut passer en gestion courante et on vous en parle juste après. Si c'est des sujets beaucoup plus gros, il ne faut pas avoir peur de se dire ça a de la valeur. Je vais arriver. Après, il faut convaincre le stakeholder. Si le stakeholder ne comprend pas les enjeux de dette technique, c'est un autre sujet. Mais si on ne présente pas de pitch, c'est sûr qu'on ne le fera pas, ça c'est sûr. Ça, c'est le truc sur lequel on a eu de plus de soucis, qui est le plus compliqué à mon sens et sur lequel on se bat encore beaucoup. C'est la notion d'ownership et le projet doit être fini dans les 6 semaines. Ça, c'est très compliqué. L'ownership, c'est s'approprier le projet, hein, c'est facile à comprendre, mais ce n'est pas évident lorsque on nous passe un projet de rentrer dedans. Et l'ownership trop fort, on a envie de faire trop bien, et à ce moment-là, 6 semaines, c'est pas assez. Et savoir s'arrêter en tant que développeur, beaucoup de développeurs sont quand même très consciencieux et ont envie de faire des choses parfaites. Et de temps en temps, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir ne pas aller trop loin. Et même des fois, on a tendance à déborder sur le cooldown, ce qui fait qu'après, on se plaint parce que le cooldown, on n'en a pas eu, il n'a pas été si cool que ça, mon cooldown. Une des vertus du cooldown, c'est de casser le rythme, justement, qu'on n'a pas forcément avec Scrum. Il y a 6 semaines de projet relativement intenses où tout le monde, chaque équipe est focus sur un sujet. Et au début du cooldown, normalement, les cartes sont redistribuées, il n'y a plus personne n'est assigné un projet, et normalement, on doit se concentrer sur des sujets tout autres, quoi. Et là où il a fallu travailler beaucoup, c'est convaincre, expliquer aux développeurs qu'ils étaient propriétaires du projet, qu'ils avaient le projet entre leurs mains pour choisir quoi faire, ne pas faire, pour que ça apporte de la valeur. Et se dire que, ok, c'est peut-être suffisant. Peut-être que la solution qu'on a apportée, qu'on a implémentée, elle est suffisante. Peut-être que je peux me passer de cette fonctionnalité-là, tant pis. Voilà. Donc ça, cette façon d'être propriétaire, si je n'ai pas tout fait ce qui était prévu initialement, c'est peut-être pas très grave. Il vaut mieux avoir quelque chose qui marche et qui fasse 90%, qui fasse très bien ce que j'ai, plutôt que d'avoir un truc que je n'ai pas fini. Et c'est assez frustrant de lâcher un projet, de dire ok, je lâche ce projet pour en passer à un autre. Ça, c'est compliqué, le passage de relais. Parce qu'on disait, on a eu des écueils comme ça, des projets qui étaient sans doute trop gros, qu'on aurait dû, en tant que développeur, tailler dans le vif en disant on en fera que la moitié, c'est pas grave, mais au moins ce qu'on aura fait, ça sera fini. Et là, il est fini, ce projet. Et là, on s'est planté plusieurs fois. Là, ce n'est pas vraiment un problème, c'est juste un truc qu'on a mis en place. On a changé notre vision sur les daily meetings. On est nombreux, mine de rien, et ça commence à devenir compliqué. On a essayé plein de formules, d'avoir chaque équipe projet, micro-team était indépendante, chaque produit, voilà, c'était très compliqué. Finalement, on est arrivé à quelque chose qui est plutôt pas trop mal. On utilise les heal charts dont je vous parlais. Tous les matins, on voit projet par projet les heal charts. Voilà, les heal charts, c'est ça. Et puis je peux vous même montrer voilà, ça, typiquement, on a un outil qui est fantastique, Ilia. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille ce produit. Absolument génial. Et donc on passe projet par projet, comme ça, sur ce qu'on a fait. Et là, on voit l'avancement et chaque développeur parle sur ce heal chart. Voilà. Et donc on dit qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je compte faire, où je suis bloqué, etc. Et donc ça refocus, ça permet à tout le monde d'être au courant, d'avoir cette carte mentale de où en est le projet. Voilà. Là, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que j'ai
5 trucs ici et que j'en ai 4 ici, que j'ai fini à tant de pourcents. Ça veut juste, ça me donne, ok, je vois à peu près où on va, où on est. Est-ce que ce truc-là bouge dans le mauvais sens ou ne bouge pas? J'ai cette vision-là et je peux aller chercher ça. Donc nos daily meetings, vraiment, ont pris cette orientation très produit, aussi très projet, même pas produit, très projet, grâce au wheel chart. Et nous, côté produit, dans la réalité, on sait que quand les points ils sont dans la phase montante, c'est qu'il y a encore pas mal de questions qui se posent. Donc en général, le support, il est un peu plus, le support à l'équipe de delivery, il est un peu plus élevé. Et quand ça descend, c'est au moment où ça déroule et on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on va avoir. Et en général, ça nous permet aussi d'avoir un peu une idée du temps qu'on va devoir dédier à l'accompagnement des projets, quoi. Maintenant, c'est gestion courante. On a des produits en prod, donc on a du support, on a des sujets. Donc il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées sur comment on absorbe ça. Je ne pense pas qu'on a trouvé forcément la solution magique, mais on a quand même pas mal itéré. Pour faire simple, si on a des bugs bloquants en prod, des sujets qui méritent une attention rapide, et ben, ça passe par-dessus tout. Ça, c'est assez classique. Ensuite, s'il y a des sujets, si ces sujets-là impactent les projets, parce que ça peut être le cas, si un dev commence à bosser 5 jours sur la résolution d'un bug bloquant ou d'un sujet un peu complexe de prod, forcément les projets ils vont être impactés. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on se met autour d'une table avec les membres de son équipe projet pour rescoper le projet. Et dans ce cas-là, on essaye de se dire, bon ok, il reste que 3 semaines, on va perdre une semaine de toi, qu'est-ce qu'on fait? On a un délai imparti qui est toujours le même, on a l'arrivée est toujours la même, donc on rescope. Des fois, c'est dur de se rendre compte que la fonctionnalité va lui manquer une jambe, mais on n'a pas le choix et on ne va pas allonger le projet pour autant. Sinon, après, on perd tous les bénéfices de l'approche. Et pour des projets de maintenance un peu plus complexes, donc là, on empile des tickets. On a quand même un petit backlog de tickets, de bugs, d'améliorations mineures qu'on a de côté. Et donc là, on les regroupe dans le cadre de projets. Alors j'ai oublié le nom, mais c'est un nom dans ShapeUp, ces projets-là. Et on les pitch. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on a dû faire 3-4 projets en 2021 qui étaient un enchaînement de tickets de bugs et d'améliorations mineures. Et ça permet de les absorber, de réduire ce backlog qui se construit et qui se remplit au fil du temps, quoi. Ouais, c'est le seul backlog qu'on a, c'est les tickets de bugs. Et les petits ajustements. Je crois que c'était dans le template de base. Je ne suis pas sûr qu'on avait grand-chose à dire sur cette partie. Donc on a mis un petit slide pour faire une petite pub. Donc on recrute aussi du monde chez Lucas. Merci à tous. C'est moi. Bonjour à tous. Fabien chez Dashdog. Alors, je vais vous présenter rapidement Dashdog. Je pense qu'on est un peu moins connu sur la place nantaise que GasSuite et puis Lucas. Donc on est un TMS collaboratif. Probablement personne ne sait ce que c'est qu'un TMS ici. C'est un outil de gestion de transport parce qu'on est sur le marché du transport routier. Un marché fascinant avec des gens très très francs. Donc on ne perd pas de temps à chercher à comprendre ce qu'ils veulent nous dire, ils nous le disent, quand c'est bien et quand c'est mal, et où il y a tout à faire. Clairement aujourd'hui tout est papier, voilà. Donc nous on est une solution au milieu de tous les intervenants du transport routier, que sont les transporteurs, les donneurs d'ordre chargeurs et puis les clients finaux qui se font livrer. Alors on n'est pas UPS, on ne travaille pas avec UPS, Chronopost et compagnie, on est plutôt sur le transport routier B2B, c'est-à-dire les camions bennes qui livrent de la boue, ce genre de choses. Les déchets, voilà. Là où on se rend compte qu'il y a quand même un paquet de trucs qui passent par la route. Rapidement, nos valeurs qui sont assez... Enfin c'est des vraies valeurs dans les boîtes du coup. Il y a les valeurs qu'on met dans des posters et puis il y a les valeurs qu'on vit. Nous on a 4 valeurs un peu clés, le care, on care pour nos équipes en interne et pour nos utilisateurs, l'ambition parce qu'on veut révolutionner le transport routier, la passion parce qu'on travaille avec des gens qui sont passionnés par leur camion, passionnés par leur métier, etc. Et du coup nous on doit aussi être passionnés et par eux et par ce qu'on fait. Et le speed parce que c'est une boîte qui est quand même vachement speed. Je fais partie des mecs j'ai été recruté comme senior dans cette boîte, ce qui te fait passer un cap dans ton CV. Et voilà, ils sont très jeunes, ils ont la niaque et il faut pouvoir suivre, quoi. Et on recrute. C'était marqué là. Voilà.
J'ai toujours 2 postes de PM ouverts et un poste de product designer senior. Je le répéterai régulièrement. Pourquoi on s'est dit qu'on allait passer à ShapeUp de manière assez originale, on travaillait en Scrum. Alors, avant que j'arrive, il n'y avait pas de méthode. Quand je suis arrivé, j'ai mis Scrum parce que c'est le truc que je connaissais. Au bout d'un moment, on s'est dit que ça ne collait pas. Bon, on retrouve un peu ce qui s'est dit. Hein. La première chose, c'est que les devs avaient peu d'ownership sur les sujets, qu'ils étaient beaucoup dans l'exécution et que du coup, en gros, si on veut la faire un peu raide, les mauvais devs aimaient bien Scrum et les bons devs n'aimaient pas Scrum. Voilà. Du coup, ça nous posait un problème. Et on avait cette impression d'être toujours en mode waterfall, c'est-à-dire en train de découper nos user stories en continu, tel qu'on le pensait niveau produit, mais en fait, ça n'avait pas forcément de sens niveau technique. Et surtout, ce découpage, et je me bats encore aujourd'hui en mode ShapeUp, c'est que dès qu'on se met à découper en tickets, on exécute des tickets. Et en fait, quand on commence à exécuter des tickets, on perd la vision globale et on perd le pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce truc-là. Donc voilà. Et en plus, le fait de travailler par petits bouts comme ça, là où il y avait des opportunités de refactoring, elles étaient perdues. Alors que si on prend pareil la big picture, on se dit ok, on va faire ça, c'est l'occasion de bouger ce truc-là. Ces petits morceaux, ils étaient un peu distribués entre tous les devs, avec cette envie de paralléliser parce que c'est ce qu'on a envie de faire et qu'en final, derrière, c'était la grosse galère au moment de merger toutes les PR. En gros, ça pétait dans tous les sens. Enfin, on passait presque plus de temps à merger qu'à développer. Et moi, en tant que PM, où je suis arrivé en tant que premier PM chez Dashdog, à l'époque, on a switché, je gérais 12 devs. Ça fait un peu de taf. Et du coup, gérer à la fois la stratégie, la mise en place du produit, les recrutements, le découpage, le suivi, le delivery, la QA, etc. Ça commençait à faire beaucoup. Et dans les trucs qui me plaisaient pas trop, c'était ce découpage en tickets, etc. Donc, voilà, je considérais que j'avais trop de travail. Ils étaient d'accord avec moi. Et du coup, on s'est dit comment on fait péter ça. Et voilà, je l'ai dit en premier, mais en gros, on veut recruter des bons. Donc, autant faire les trucs qui attirent les bons. Alors, comment on a mis en place ShapeUp Au début, on s'est dit qu'on allait challenger tout ce qu'il y avait dans le bouquin. Et puis après, on s'est dit que c'était certainement pas la bonne chose à faire. Donc, on a été plutôt by the book. Quand je dis qu'on est assez speed, on a dit ok, il y a un problème, on a lu Basecamp, et en fait entre le moment où on s'est dit il y a un problème et le moment où on a déployé ShapeUp dans toute la boîte, ça a pris un mois. C'était le mois d'août. Donc la rentrée était sympa. Donc en gros, voilà, avec le CTO, on s'est mis d'accord sur les problèmes, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire, on a trouvé les articles, le bouquin, on a partagé, on a identifié ce qui était intéressant, on l'a partagé d'abord avec l'équipe de dev. On s'est dit que ça allait le faire. Et après, on a présenté à toute la boîte en disant ça va changer, et ça va avoir ça comme incidence. Ça va peut-être pas marcher dès le début, mais ça devrait le faire. Et on a lancé le truc. On était vraiment by the book. Au début, on avait un doute sur les 6 semaines. Parce que tu dis 6 semaines, c'est quand même un peu long. Est-ce que le support, les ops, ils disaient non, mais ça va pas 6 semaines. Les sales, ils se disent ah, mon client, il veut absolument ça pour signer. Mais oui, comme d'habitude. Donc voilà, et plus après on leur dit en plus derrière il y a 2 semaines de cooldown, c'est à dire qu'en fait les devs ils vont pas vraiment bosser sur des fonctionnalités, voilà, mais ça nous a rassuré, je sais pas si ça les a rassurés eux, mais nous ça nous a rassuré de voir qu'en fait quand on lisait plein de feedback de boîtes qui faisaient pas forcément du ShapeUp, le délai de 6 semaines il revenait assez naturellement en fait. C'était vraiment un truc, alors il y en a qui appellent ça des phases, il y en a qui appellent ça différents trucs, mais 6 semaines c'est un nombre un peu magique. Et c'est vrai que ça permet de se projeter, quoi. Tu vois assez loin, tu as du temps pour faire des choses, tu as du temps pour changer d'avis. Normalement, tu as du temps pour faire de la QA, etc., de la documentation. Bon, il y a la théorie puis il y a la pratique. Mais voilà, c'est un truc qui a bien marché. Enfin, je ne sais pas si ça a bien marché, mais en tout cas, c'est un truc qu'on a cru. Le shaping, donc en théorie, c'est pareil, tout le monde peut proposer des pitchs. Sur les premières bettings, tout le monde a proposé des pitchs. Après, on s'est dit que c'était quand même un métier. Et du coup, maintenant, il n'y a plus que les PM qui proposent des pitchs. Pour autant,
je pense qu'il faudrait qu'on réussisse à remettre un peu d'autres gens qui proposent des pitchs. Mais souvent, ce qui va se passer dans la manière où on fonctionne, c'est pas le PM qui va bosser de manière isolée, mais on travaille beaucoup avec tout le reste de la boîte. Et parfois, les pitchs qui sont posés, c'est le PM qui shape. Mais en fait, l'idée ou le problème, il vient d'ailleurs. Voilà. Et donc, la betting, on a une grosse betting. Donc déjà, il y a 4 co-founders dans la boîte. Donc, il y a les 4 co-founders qui sont là. Donc, on a de la chance d'être suffisamment petit pour que le CEO soit là à chaque fois, etc. Donc, on a le CEO, le CTO, le DIRCO, un lead dev, la responsable des opérations et les PM qui sont à la betting. Je reviendrai dessus, mais on est structuré en impact team. Donc, chaque PM pitch ses pitch. Et donc, on bet par impact team. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes ressources par impact team. Voilà. Par contre, là, on est sorti un peu du book. Dans Basecamp, il dit tu es 100% focus, les bugs t'attends et tu les feras pendant le cooldown. On n'a pas les mêmes clients. Nous, quand on a des bugs, on essaie quand même de les résoudre au fur et à mesure. Donc, on a 2 matinées par semaine où toute l'équipe de dev lève le crayon sur les pitchs et bosse sur la partie bug. Et au fur et à mesure, on a impliqué d'autres gens de la boîte dans les cycles. Au début, c'était PM et dev. Après, on a mis un ops dans la boucle pour ramener le côté terrain, le côté connaissance, etc. Et maintenant, un peu au forceps, mais on met un sales dans la boucle pour qu'il soit capable à la fin du cycle de vendre ce qu'on a fait. Parce qu'en fait, souvent, on fait des trucs et puis après, les sales ne savent pas les vendre et ils nous disent « Mais pourquoi on ne fait pas ça ?» Mais on l'a fait il y a 6 mois. « Ah, d'accord. » Voilà. Donc voilà, maintenant on met tout le monde dans la boucle et en fait aux 2 tiers du cycle, je prends le sales, je lui prends une demi-heure et en fait on se pose tous les deux et on fait un slide qui vend la fonctionnalité. Voilà. Et le sales, c'est aussi lui qui présente à toute la team ce qu'on a fait. Donc à la fin du cycle, on a une présentation, une démo en fait de ce qui a été fait et c'est le sales qui l'a fait. Donc comme ça, s'il n'a pas compris, tant pis pour lui. Et on a rajouté des rétrospectives de cycle parce que ce qu'on perd un peu dans ShapeUp, c'est le côté rétrospectif qui est pas mal dans Scrum. Donc on l'a réintroduit. Voilà. Parce que c'est pas parce que la méthode est cool qu'on ne peut pas l'améliorer ou que son implémentation ne peut pas l'améliorer. Ça marche. Enfin, vraiment, dès le premier cycle, on avait des résultats qui faisaient qu'on ne voulait pas revenir sur Scrum. Donc ça, c'est quand même cool. Moi, je suis content. Les PM, de manière générale, sont contents. 6 semaines, ça nous laisse le temps de faire la discovery. Alors, je ne suis pas sûr qu'on utilise le même terme, le discovery, de la même façon. Nous, discovery, ce n'est pas les devs, c'est au sens plutôt fonctionnel. C'est-à-dire que le problème posé, on a une solution, mais en fait, on n'est pas vraiment certain que ce soit la bonne solution, ou on voit pas, c'est un peu flou dans la solution. Donc, ça nous permet de faire des interviews complémentaires, ça nous permet de rebosser le truc. On fait des itérations quand même. Alors, les devs, ils ont rapidement vu 6 semaines, on est tranquille pendant 6 semaines, on déroule, c'est cool. Ce qui est bien marqué dans ShapeUp, et là où nous, PM, on fait un peu de rabâche, c'est pas parce que c'est 6 semaines que tu attends 6 semaines pour délivrer. Et donc, nous, on fait des itérations, et moi, je les harcèle pour qu'au bout d'1 semaine et demie, on mette un truc en prod. C'est moche, c'est cassé, ça fonctionne que la moitié du truc. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, nous, on travaille avec des feature flags, donc tout est derrière feature flag. Et donc, moi, au bout d'1 semaine et demie, je peux aller voir des utilisateurs et leur dire « On est en train de préparer ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Et là, tu sais, OK, on va continuer de creuser parce qu'on a identifié le bon truc. Ou en fait, c'est sympa votre truc, mais mon vrai problème, il est là. Hop là, on arrête tout, on se repositionne, on repart différemment. Quand on fait des bonnes itérations, ça marche vraiment et ça nous évite vraiment de gaspiller les 6 semaines à ne pas faire la bonne chose, quoi. On est aussi content parce qu'on est focus sur le problème. Donc vraiment le pitch, on détaille le problème, on travaille le problème, on comprend le problème. On fait aussi des specs, mais les specs sont assez légères. C'est vraiment un support de communication pour commencer à discuter avec les devs et c'est pas du tout un cahier des charges. Ça, c'est vraiment clé. Et donc ça fait moins de travail pour nous, les PM. Et ça, ça a été pas mal dit, mais le cycle, il dure 6 semaines. À la fin de 6 semaines, il y a de la valeur. Point barre. Évidemment, du premier coup, on n'a pas forcément réussi. On a eu exactement les mêmes problèmes que Lucas. Mais on est assez net sur le fait, OK, le cycle est fini, on arrête. Et si ça ne sort pas, ça ne sort pas.
On a abandonné, il y a au moins 2 fois où on a jeté à la poubelle. Ce qui fait un peu mal. mais c'est nécessaire si on veut vraiment faire le truc. Voilà. Les devs sont contents aussi parce qu'ils ont vraiment de l'ownership. C'est-à-dire qu'ils font le truc comme ils sentent que c'est la bonne façon de faire le truc. Ils prennent par le bout qui les arrange. Ils peuvent voir l'opportunité de refactoring dès le début. Ils peuvent préparer des choses, etc. Donc ils sont assez contents comme ça. Le fait de voir le problème dans son ensemble, ça leur permet de se projeter aussi. Alors que quand on y va user story par user story, on ne voit pas forcément la big picture. Donc grâce à ça, ils voient vraiment le truc complet. Ils voient assez vite où est-ce qu'il va y avoir des problèmes. Et donc on peut attaquer les trucs risqués dès le début. Et le cooldown. Ils aiment bien le cooldown. Par contre, ils transpirent vachement au cooldown. C'est vraiment pas cool. C'est vraiment le moment où ils ont du temps pour eux pour faire tous les trucs qui les bloquent en continu. Et ça, c'est vraiment clé parce que nous, en tant que PM, on a du mal à leur donner ce temps autrement. Même si, bien sûr, on essaye tout le temps de grappiller des quick wins pendant le cooldown. Hein. On ne peut pas se changer. Les sales et les ops sont contents aussi parce qu'on délivre de la valeur. Hein. C'était certainement que chez nous, mais le coup du backlog où tu commences ton scrum, ton sprint, et puis à la fin, tu reprends le même backlog et tu le remets parce qu'en fait, tu n'as pas fini et tu recommences. Et en fait, il dit c'est pour quand ? Prochain sprint. Oui, mais là, c'est pas passé. Prochain sprint. Voilà. Donc là, à la fin, ils savent qu'il y a un truc. C'est peut-être pas parfait, mais au moins, le problème, il est résolu en partie. Et normalement, la grosse partie est censée être résolue. Et on a plus de temps pour faire du discovery et des tests utilisateurs. Donc, on a des fonctionnalités qui collent mieux normalement aux attentes terrain. Donc, ils nécessitent moins de formation, moins de rattrapage, moins de support, etc. Et ça, c'est mieux. Donc, voilà. Alors, à quoi ça ressemble un pitch ? Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu flou comme ça. Donc, moi, le template de pitch que j'ai imposé à mon équipe, c'est celui-là. Le problème. Donc, il y a trois éléments clés que je veux absolument. C'est quoi le problème ? Pourquoi c'est important ? Et comment on se rassure qu'on a réglé le problème ? Donc là, j'attends de comprendre c'est quoi les pains de mes users. Là, je veux voir pourquoi est-ce que c'est ce problème-là qu'on fait plutôt qu'un autre. Et là, je veux des KPI. Comment on mesure que dans le temps, ce qu'on a fait, ça a créé de la valeur. Après, la solution, ils font ce qu'ils veulent. On retrouve souvent les rabbit holes et les no-go. Donc rabbit hole, c'est attention, on peut se prendre les pieds dans le tapis à tel endroit, tel endroit, tel endroit. No-go, c'est je sais que tu as très envie d'aller par là, mais on ne va pas aller par là. Et j'aime bien mettre des sucettes régulièrement, en me disant peut-être ça va passer. Voilà. Et après, dans le pitch, on a aussi toute la partie... l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout. Donc on a le pitch en lui-même, tel que designé par Basecamp. Après, on a les itérations. Donc dans les itérations, c'est justement... C'est ce que Lucas appelle le scope. C'est OK, ma première étape, ça va être ça. Ma deuxième étape, ça va être ça. Ma troisième étape, ça va être ça. On a les interviews utilisateurs, on a les tests utilisateurs et on a la QA dans tout ça. Et après, le launch, c'est OK, comment on lance ce truc-là concrètement. Et donc, à l'intérieur, la partie solution, ça va ressembler à des choses un peu comme ça. On va décrire grosso modo ce qu'on attend, comment c'est censé fonctionner, etc. On utilise Notion pour faire ça. Ce qui est important, c'est de voir les commentaires notamment, parce que ça, c'est le pitch qu'on a écrit, mais il va évoluer. Au moment où il est bêté, au moment où c'est fini, il va évoluer, il va y avoir des commentaires, il va y avoir des rayures, il va y avoir des changements. J'essaye au maximum et je pousse mes équipes de PM à mettre un maximum de schémas, voilà. Pas de mock-up, mais des schémas, des diagrammes, des trucs comme ça. Et le seul mock-up qu'ils ont le droit de faire, c'est ce niveau-là de mock-up. Voilà. Vous voyez, on est dans du pixel perfect. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur à quoi ça va ressembler, comment ça va se présenter, où est-ce qu'on pense qu'on va le mettre. Mais voilà, pas plus que ça, parce que le design, il va être fait pendant le cycle. Ça va être le résultat de la discovery, ça va être le résultat, etc. Donc, comme on dit, c'est rough, mais c'est pas la fin, c'est le début de la communication, c'est le début de l'échange avec l'équipe de dev. Et
Et donc, les itérations, ça ressemble à ça, enfin, à la partie itération. Donc, les interviews, donc tout est dans Notion. Donc, les interviews, on va avoir des interviews qui vont être liées à chaque pitch, mais qui vont alimenter une base plus globale d'interviews utilisateurs. Parce que dès que tu parles à un utilisateur, tu vas parler des trucs qui t'intéressent, mais potentiellement, il va te parler d'autres choses et tu n'as pas envie de le perdre. Donc, c'est comme ça. Il y a une phase, vous voyez, il y a done et process, parce qu'en fait, done, tu as fait l'interview, process, c'est tu as extrait de l'interview les éléments de valeur, donc soit en mettant à jour le pitch, soit en créant des insights dans Product Board derrière. Et les itérations, on commence le début du cycle, on définit le MVP, donc c'est ce que je veux qu'il sorte en 1 semaine et demie à peu près. Ça doit générer le gros morceau de la valeur. C'est moche, ça marche pas trop, etc. On s'en fiche, mais au moins je veux pouvoir montrer quelque chose aux utilisateurs et avoir leur retour. Et à partir de ça, on va pouvoir rajouter les itérations. Donc là, vous voyez, donc là, on est sur un pitch où il y a eu 5 itérations, plus des feedback user tests qui seront potentiellement pour plus tard si on refait un pitch sur le sujet. Et on essaye, on n'y est pas encore bien, mais que la dernière semaine du cycle soit vraiment réservée à de la QA. On n'a pas de QA engineer ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est le PM qui fait la QA. Donc l'idée, c'est que les devs fassent la QA avec le PM. Donc voilà, on essaye de faire ça. On n'y est pas encore, mais on va vers ça. Voilà. Donc, tout ne marche pas. Il y a forcément des difficultés. Le côté 100% focus, donc comme je vous l'ai dit, on n'est pas à 100% parce qu'on a assez matigné de bugs. Et on a créé un monstre. On a craqué, on nous a demandé de faire des trucs en vitesse, pas dans le cycle, etc. Donc on a créé les quick wins. Et on a mis une ressource sur ces quick wins. Et donc forcément, ça a beaucoup plu, parce qu'au début, une personne qui n'a rien à faire, qui a un backlog vide, il délivre à fond, quoi. Donc beaucoup de choses ont commencé à passer en quick win. Puis après, le backlog était rempli, puis il n'y a plus rien qui sortait. Voilà, donc classique. Donc ne faites pas de quick win. Faut trouver d'autres moyens pour le faire, mais ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas réussi à le faire marcher, donc on réfléchit à comment on va retravailler ça. Les bugs, c'est un sujet aussi, on n'a pas trouvé la bonne façon de les adresser. Pour l'instant, on a encore ces demi-journées, mais ce n'est pas satisfaisant. Voilà, donc si vous avez des solutions, je suis preneur. Sur la betting, donc, vu que l'idée, c'est de ne pas avoir de backlog, à l'époque, on l'a mis en place, il n'y avait pas encore de roadmap. Donc, l'idée d'arriver avec la betting, c'est d'avoir un peu tous les sujets et de dire, OK, c'est vraiment ça qui est important, c'est vraiment ça qui est important. Donc, je me suis retrouvé à sortir 10 pitchs. J'avais pas l'impression d'avoir vraiment gagné du temps en passant sur cette méthode. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne façon de faire. Donc, on a commencé à réduire les pitchs. On a introduit un orientation meeting en début de cycle qui était là pour définir sur quel pitch on allait travailler pour mettre à la betting, etc. Ça a commencé à apporter des résultats. Et puis, en mûrissant tout ça, c'est devenu les impact teams et la roadmap à 4 trimestres qui nous permet d'avoir une direction. Donc la roadmap, ce n'est pas des fonctionnalités, c'est des problèmes. Et on sait grosso modo dans quelle direction on va aller. Voilà. Donc il y a moins de pitch à la betting. Ils ne passent pas tous, parce que sinon il n'y a pas de choix, donc ça ne sert à rien. Mais voilà. Un enjeu, c'est c'est pas forcément lié à ShapeUp, mais c'est plus un truc global. Donc, on a des OKR au niveau de la boîte. Les impact teams ont leurs propres objectifs. Donc, une impact team chez nous, c'est un objectif, un PM, 2-3 développeurs. Et on a la betting. Et donc, tout ça, ça fait un peu KPI war parce que tu te retrouves avec tellement d'objectifs et tellement de KPI que tu ne sais plus lequel tu dois privilégier ou quoi. Donc, il y a un vrai sujet d'alignement. Un premier truc qu'on va faire qui semble tout bête, mais ça nous a mis un peu de temps de nous en rendre compte. Les OKR étaient trimestriels, sauf que sur des cycles de 6 semaines plus 2, ça s'alignait jamais. Donc, en fait, maintenant, on réaligne les périodes d'OKR sur les périodes de 2 cycles. Voilà, je vous ai fait gagner 6 mois, ça me fait plaisir. Et maintenant, il faut qu'on travaille sur le reste pour vraiment réussir à aligner tout ça. Mais ça commence à se mettre en place. On l'a fait en août dernier, donc ça fait un an et quelques mois qu'on est en ShapeUp. Ça met du temps, mais ça commence à bien se caler. Les itérations, attention au rush final. C'est toujours pareil, c'est dans la dernière semaine qu'il y a tout qui bouge et tout qui pète. Et donc ça empêche cette dernière semaine d'avoir les derniers tests utilisateurs, d'avoir la QA, etc. Donc c'est pour ça que
Il y a vraiment un gros travail qui est fait pour sortir cette première itération le plus tôt possible, parce que c'est de elle que tout va découler. Il y a vraiment une grosse différence, on le voit quand ça marche, hein, entre l'itération qui sort au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, et l'itération qui sort au bout de 4 semaines, 5 semaines. C'est plus du tout la même valeur qui est délivrée. Voilà. La suite avec ShapeUp, on recrute. La question qui se pose, alors nous, Lucas, ils sont beaucoup plus gros que nous. Hein. Nous, on est 35 aujourd'hui, on devrait être 50 d'ici la fin de l'année, parce qu'on recrute. Il y a 15 mois, il y avait un PM, 6 devs, pas de designer. Maintenant, on a 3 impact teams maintenant, pas de product designer. Demain, on aura 6 impact teams, 2 dédiés, 2 product designers, 1 head of product. Donc à chaque fois, forcément, il faut s'adapter. Il faut que chacun retrouve sa place, etc. Donc c'est bête à dire, mais il y a la méthode, il y a le livre, et puis après, il y a l'appropriation qu'on s'en fait. Vraiment, je recommande de partir du livre et d'appliquer tel que c'est. Et après, de se faire son idée et d'améliorer. C'est comme ça qu'on fonctionne et ça marche pas si mal. Alors, il y a toujours des améliorations, il y a toujours des choses qu'on peut faire mieux, mais voilà, l'organisation aussi, elle est dans un mode agile et itératif. Et là, du coup, tout le monde est vraiment partie prenante dans l'amélioration. Donc, il n'y a pas que les PM qui disent comment améliorer, c'est vraiment tout le monde qui dit ce qui va ou ce qui ne va pas et comment on peut changer les choses. Voilà, ça va être le gros enjeu. Enfin, c'est toujours un gros enjeu, mais là, on va accélérer très fortement. Donc, voilà. Merci à vous. Et je suis désolé, mais j'ai des contraintes familiales fortes qui font que je ne vais pas pouvoir rester pour après. Donc, je ne pourrai pas répondre à vos questions, mais je les prendrai par email ou par téléphone, comme vous voulez. Moi, je vais essayer de faire vite, hein, parce que je pense que tout le monde a un peu soif, on a pris du retard, et d'autant plus qu'on regarde la qualité de ce qui a été présenté avant et de notre maturité à nous par rapport à tout ça, j'ai pas grand-chose à ajouter. Donc, je vais essayer de la faire assez courte, hein, mais voilà. Ouais, peut-être plus accessible. Donc moi c'est Mathieu, je suis Head of Product chez Guest Suite. Je vais présenter rapidement notre société, un peu pareil que Lucas, on n'a pas mal de chiffres, hein. On est un peu plus de 40 collaborateurs maintenant. Nous, un des sujets qu'on traite beaucoup, c'est effectivement les avis sur Internet. Et donc forcément, un des KPI qu'on mesure, c'est le nombre d'avis qu'on traite. Là, on a un peu plus de 10 millions d'avis, on est à 11 millions à peu près. On a 8000 points de vente comme clients et on a un taux de renouvellement qui est assez cool, puisque effectivement, on a 93% de nos clients qui renouvellent notre solution. Donc on se dit qu'on fait du travail plutôt correct. Et voilà, et notre mission, elle se résume en une phrase, mais grosso modo, nous, l'idée, c'est d'attirer le plus de clients chez tous les professionnels et grâce à une meilleure visibilité locale. Et ce qu'on appelle la visibilité locale, ça se matérialise par 2 choses clés, ce qu'on appelle le review management. Donc grosso modo, ça c'est les avis en ligne qui prennent de plus en plus de place, d'importance, etc. un peu partout. Notre capacité de les centraliser, de les stocker, d'y répondre et d'en faire en sorte d'en avoir beaucoup plus qu'avant et de les diffuser. Et il y a un deuxième volet sur lequel aussi on est assez récent sur le marché, mais sur lequel on se positionne, c'est évidemment ce qu'on appelle le presence management. Le presence management, pour la faire très courte, c'est l'annuaire en ligne. C'est grosso modo comment faire en sorte que mes horaires d'ouverture, mon adresse, soient mises à jour sur tous les portails au même moment. Donc c'est à peu près ça. Alors, pourquoi ShapeUp? Donc, on regarde ce que je disais tout à l'heure. Il y a un truc déjà qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte, et j'ai découvert à travers ce meetup, en tout cas, à quel point on était ShapeUp ou pas. Donc, il y avait un peu un certain nombre d'imposteurs qui m'inquiétaient pas mal. Je me dis qu'il y a pas mal de points communs, et heureusement. Mais nous, en fait, on n'a jamais parlé de ShapeUp. Pour info en interne chez Guest Suite, on n'a pas officialisé ShapeUp pour plein de raisons. Parce que d'une part, on n'avait pas le support méthodologique. On n'a pas eu le temps de forcément lire le bouquin d'intégralité, de l'appliquer, de se poser ces questions-là, etc. Par contre, on avait un peu de documentation qu'on a prise à droite et à gauche, on a eu des éléments d'inspiration qui nous ont parlé à travers ça. Et surtout, on avait en premier lieu un problème qui nous semblait assez commun et qui semble assez commun avec tout ce qui a été évoqué jusque-là. C'est que comme pas mal d'équipes, on était un peu une logique de feature factory. Donc on était vraiment une équipe très organisée en Scrum, très dédiée vers la solution, très vers une logique de OK, c'est quoi la prochaine feature, très une équipe Scrum aussi avec tout ce qui se passe derrière, avec le décalage des sprints, le truc arrive jamais, etc. Et donc, forcément, par rapport à ça, on avait plein de contreparties importantes. Hein. La quête de sens pour pas mal de gens au quotidien. Dans une équipe produit, c'est quand même structurant et assez clé. La qualité de ce qu'on produisait, finalement c'est cool, on ship plein de trucs, c'est génial, etc. Mais ça sert à quoi? C'est quoi la valeur qu'on y apporte, etc. Donc on avait tous ces problèmes-là. Et donc c'est pour ça qu'effectivement on s'est posé la question du ShapeUp. Et je vais te présenter rapidement comment nous on l'a mis en place, ou ce que je dis, ou presque, parce qu'on n'avait pas une approche méthodologique parfaite. Bon, je vais arrêter le disclaimer, hein, en mode on n'a pas fait du pur ShapeUp, vous avez compris qu'on n'était pas des pure players.
En tout cas, il y a un premier truc et qui est assez commun à ce qui a été évoqué avant, c'est qu'on a paralysé ShapeUp avec la mise en place des impact teams. En fait, c'est plutôt comme ça qu'on l'a présenté d'ailleurs, parce que c'est un truc qui parlait à toute l'équipe. Finalement, le ShapeUp, etc., ils disaient méthodologie, c'est un peu compliqué. Le côté d'être une équipe impactante, on a réussi à embarquer un peu tout le monde, développeurs, product designers, etc. Là-dessus, en se disant, ok, on se rend bien compte, les gars, que quand même, grosso modo, on code des trucs, on réalise des features, mais quel impact on a? Et l'impact team, c'était un truc qu'on a pas mal exploité, qui nous parlait à tous. Et l'impact team, ça se matérialisait par ça. On s'est dit, en fait, nous, notre état d'esprit, ou notre état des lieux, en tout cas là-dedans, c'est qu'on est à ce niveau-là, voire peut-être parfois à ce niveau-là. On se dit, OK, quelle solution on veut faire? Tous les stakeholders arrivaient avec de la solution à shipper, etc. Tout le monde avait plein d'idées, etc. là-dedans. Et en fait, on se dit, mais attends, il y a quand même un problème là, c'est qu'à l'inverse, on a plein de problèmes qui nous sont montés par nos utilisateurs, par la discovery, etc., etc. Des problèmes qu'on connaît nous-mêmes, et dans lesquels on se dit jamais à un moment, mais en fait, on va prendre le problème et quelle solution on va établir par rapport à ça. Et donc, on a pris. Enfin, pour nous en tout cas, c'est modeste, hein, mais c'était retourner à la table et c'était dire, ok, la roadmap pour commencer, on va plus avoir une roadmap de features, mais on va complètement la prendre dans l'autre sens, on va avoir une roadmap qui est drivée par des résultats. Alors, ça a été assez compliqué à mettre en place, ça challengeant un peu pour tout le monde, mais c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et donc finalement, le mode de travail qu'on a autour d'une impact team, et donc au moment où effectivement on a fait du ShapeUp ou ShapeUp équivalent, c'est ça, c'est on partait toujours d'un résultat. Quel est ce résultat on escompte obtenir, etc. là-dessus. Et là-dessus, on travaille, nous, on ne parle pas forcément que de problèmes, parce qu'on parle plutôt d'opportunités au sens large, parce que dans les opportunités, il y a effectivement potentiellement des problèmes, il y a parfois des notions alors, qui sont un peu subtiles, mais que nous on appelle parfois le job to be done, alors qui n'est pas forcément directement rattachable à un problème immédiat, mais voilà. Et donc nous, on partait toujours de ces éléments-là, effectivement, pour travailler sur une opportunité, et là, on se mettait, on va le voir un peu plus en détail derrière, avec plusieurs cerveaux, parce que c'est la multiplicité des cerveaux auxquels on croit à l'intelligence collective pour ça, pour effectivement identifier des solutions, et à travers ces solutions, dire, ok, lesquelles on prend pas, on regarde les contraintes qui ont été exprimées tout à l'heure. Voilà. Donc notre schéma, il s'apparente à ça. Alors, vous allez retrouver plein de choses qui ont été exprimées tout à l'heure. Alors peut-être pas avec les bons termes, et d'ailleurs il y a plein de pratiques que j'ai appris tout à l'heure qui sont hyper intéressantes. Mais en tout cas, il y a plusieurs choses. Le shape, déjà, c'est une notion qui nous a pas mal parlé. Rien que dans son nom, au-delà du fait qu'on a pas mal de surfeurs chez nous, donc on aime bien ça. Au-delà de son nom, on s'est toujours dit, ouais, le design, c'est sympa, mais le design, on mélange la conception, c'est joli, c'est pas joli. Le shape, on trouve déjà que c'est un nom qui nous parle le plus. C'est bête, mais c'est de se dire, effectivement, globalement, on va penser ensemble quelque chose, établir quelque chose. Et donc, nous, on partait d'un brief, et notre brief, l'idée de départ du brief, c'est déjà de se dire, ok, c'est go ou no go, c'est est-ce que le problème, il est clair? Finalement, l'outcome qu'on veut obtenir, etc., par rapport à ça, est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Parce que c'est cool après d'aller établir des solutions, mais si par définition, on n'est déjà pas d'accord sur le problème, on a déjà un premier travail à faire. Une fois qu'on a effectivement défini ce brief et ces éléments-là, qu'il est clair et que toute l'équipe y est, on fait pas mal de choses. Pendant le shape, on a eu pas mal de ratés là-dessus, c'est qu'on voulait faire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on se disait, ok, on va briefer le problème, c'est ce que je disais juste avant, on va essayer d'établir l'ensemble de solutions. Ces solutions, on va investiguer dessus. Investiguer, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire parfois faire de la discovery, il est souvent un peu tard, on va voir en 6 semaines que c'est très court pour le faire, etc. là-dessus, mais ça peut être aussi aller recueillir des datas. On a des hypothèses de solutions, on se dit la meilleure des deux, c'est laquelle, on va essayer de citer l'exemple plus précis tout à l'heure, mais c'était effectivement de se dire, ok, là-dessus, on va essayer de regarder à travers les datas, à travers un ensemble d'indicateurs qu'on peut avoir, si cette solution-là par rapport à celle-là serait la meilleure ou la plus pertinente. On faisait ce qu'on appelle du drafting, grosso modo, un peu ce qui a été montré un peu tout à l'heure là-dessus. On ne faisait pas du pixel perfect dans ce qu'on prototype là-dedans, mais on fait du drafting effectivement au sens large, avec parfois vraiment du zoning sur des tableaux, jusqu'à du wireframe au maximum. Mais voilà, en tout cas, on essaie d'établir tout ça. Ensuite, effectivement, par rapport à ces solutions, nous, effectivement, on passait une phase de bête. Grosso modo, c'est toujours pareil. La leçon de Paris nous paraît intéressante. Ce serait prétentieux de dire qu'on a la bonne solution. La leçon de Paris nous parlait bien aussi. Et là, c'est la même chose. Alors là, nous, on a un mode d'organisation un peu plus particulier que ce qui a été évoqué tout à l'heure, parce que là-dessus, on n'avait pas forcément de membres externes à l'équipe, il n'y avait pas de CEO, etc. Ce n'est pas la logique. Par contre, on va le voir peut-être après, c'est que dans l'équipe de Shape, en fait, on a une équipe vraiment pluridisciplinaire dès le début. En fait, on a à la fois des gens du Customer Success, du Sales, des développeurs, un product manager, un product designer. Alors, on essaie d'orchestrer ça pour prendre le temps de chacun de façon intelligente, on regarde tout ça. Mais voilà. Et on considère que l'équipe, on pourrait peut-être revenir dessus après, hein, mais on considère que l'équipe était plutôt assez smart et assez bien équipée pour elle-même déterminer la bonne solution. Donc finalement, avoir un prisme d'autonomie de bout en bout. Et le build, effectivement, c'est ce qui s'apparente à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, c'était une notion de construction de la solution en 6 semaines, avec une équipe qui, depuis le début, et onboardé. Donc c'est-à-dire que par exemple le développeur, effectivement, pour plein de notions qui ont été évoquées tout à l'heure aussi, hein, c'est que nous on a une considération du développeur, il ne faut jamais oublier que le développeur est un ingénieur, qui mieux placé qu'un ingénieur pour trouver les solutions. Et donc forcément, ils étaient directement intégrés à ces éléments-là, donc ça allait beaucoup plus vite dans ces phases-là de build, ils étaient beaucoup plus autonomes vu qu'ils étaient embarqués depuis le début sur un peu tout ce qu'on faisait.
voilà en quelques mots. Et bon, ça, nous, on utilise Miro parce que c'est un outil qu'on utilise en interne. Le pitch, grosso modo, c'est un doc Miro en entier et dans lequel on essaie de représenter un peu toute notre logique de bout en bout là-dessus. Et voilà, dans lequel on a effectivement un premier document de brief. Donc là, l'idée, c'est OK, est-ce qu'on est d'accord sur l'outcome, est-ce qu'on est d'accord sur le problème, etc. On identifie plein de solutions. Il y a un moment, il y a un peu un pop-up de solutions qui sont établies. Alors évidemment, tout le monde est prévenu suffisamment tôt pour arriver avec un ensemble de solutions. On en présélectionne certaines. Alors ça, je ne sais pas si c'est bien, pas bien, etc. Mais on se dit, mais on ne peut pas toucher IP. Il y a un moment, on ne va pas se mettre à tout investiguer, tout regarder. Donc on essaie d'avoir un premier niveau de présélection. Et dans ces phases de shape, effectivement, c'est ce que je disais, il y a pas mal de choses qui sont produites, dont effectivement des documents de réflexion, des idées, des problématiques qui sont évoquées là-dedans, et certaines qui sont encore resélectionnées derrière, et jusqu'auquel on arrive effectivement à un niveau de sketching un peu généraliste, etc. là-dedans. Donc c'était un peu notre mode de fonctionnement pour un peu représenter toute notre prise de réflexion et se dire si on y revient dans 6 mois ou dans 6 ans, tout ce truc-là, on peut le retrouver, on peut y réfléchir. Donc un brief, c'est pas mal ce qui a été présenté dans les autres équipes, c'est souvent les mêmes impacts, les mêmes éléments, pardon. C'est effectivement, on déterminait une équipe, donc c'est un point qui est important déjà, parce qu'on a des équipes plutôt pluridisciplinaires qui travaillent là-dessus, donc des équipes produits tech, mais pas que. Donc voilà, toujours la même chose, de se dire, ok, c'est quoi le problème qu'on veut résoudre ? Qui est impacté finalement par ce problème, comment on va le mesurer le succès, ça c'est un élément hyper important pour nous d'avoir effectivement des KPI de mesure là-dedans, quel est le périmètre du projet, donc c'était un peu le no-go qu'on évoquait tout à l'heure, l'idée c'était de dire ok, qu'est-ce qui surtout n'est pas dedans, et c'est ça qui est important, et effectivement on profitait aussi de ce document pour se dire parfois dans notre brief, on se dit attends il y a ça et ça et ça qui n'est pas encore clair, et c'est un peu dans ce tableau to-do qu'on se notait un peu les trucs à faire, et une fois qu'on avait fini cette tableau to-do, là on se disait que le brief ok il est clair, on est d'accord sur le problème, etc. Donc c'était voilà, une méthode de travail un peu à notre sauce, mais voilà, qui en tout cas en l'état a été assez opérable. Ça c'est un exemple effectivement de solution effectivement qu'on pouvait établir avec des éléments qui viennent du shape-up, le breadboarding, etc. Des choses comme ça qu'on utilisait pas mal pour éviter, encore une fois, dans l'esprit hyper lean, de dire c'est pas la peine d'aller jusqu'à une maquette ou un wireframe quand on peut déjà breadboarder et se dire ça marche pas quoi. Donc voilà un peu les approches qu'on a. Bon, nos difficultés, ce que je dis, c'est hyper modeste parce qu'on a eu 2 batchs de ShapeUp. Je vais m'expliquer un peu pourquoi. C'est pas du tout qu'on. Alors, je vais déjà casser le truc. C'est pas du tout qu'on n'était pas content de la méthode. On était super content. Mais cela dit, on a eu un changement plutôt d'ordre stratégique, donc qui a fait que cette méthodologie-là matchait un petit peu moins. Je vais essayer d'éclairer peut-être. Ça peut être un élément intéressant, en tout cas pour nous là-dedans. En tout cas, nous, ce qu'on a retenu, c'est qu'on avait effectivement une difficulté, entre autres, sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de dire, OK, quelle solution on sélectionne pour aller jusqu'où? C'est dans cette phase de shape. Alors peut-être qu'on n'était pas suffisamment mature, bien équipé, etc. là-dessus, mais souvent, c'était des sujets. C'était de se dire, OK, à quel point, on a 6 semaines aussi pour la phase de shape, 6 semaines pour le 8, mais le shape est concerné aussi, à quel point on peut aller loin dans des solutions et lesquelles on sélectionne dans cette période-là. Donc c'était un des points qu'on avait, voilà, je le redis effectivement sur la phase de 6X, c'était ça notre point important. La gestion des bugs, on a eu les mêmes écueils que ceux qu'on a entendus tout à l'heure. C'était pas tout à fait facile. Nous, on prenait comme principe d'attendre le cooldown. Je ne sais pas si c'est une bonne pratique ou pas, mais c'était parfois un peu long, surtout sur des bugs un peu structurants, etc. Donc ça, c'est un des points de difficulté qu'on a eu. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, après coup, en fait, on s'est juste adapté, on n'a pas eu le temps de vraiment y réfléchir là-dedans, mais effectivement, on a eu un changement d'orientation stratégique. Alors, pour essayer de l'éclairer, pour briser le truc, c'est qu'on était vraiment sur une logique de stratégie d'amélioration continue de notre produit. On avait plein de choses qui n'allaient pas, on se disait, OK, on tacle les problèmes les uns après les autres, et sous cette approche-là, on disait, on prend le temps de prendre le problème suffisamment haut, on le tacle. On prend le problème suffisamment haut, on le tacle, etc. Et en fait, on a décidé effectivement avec la direction aussi, avec les investisseurs un petit peu, mais en tout cas d'avoir un petit changement d'orientation là-dessus pour se dire, OK, en fait, on mettra trop de temps, on est trop endetté à pas mal de niveaux. Si on avance à ce rythme-là, on va être un peu en difficulté, et donc on est reparti d'une page blanche pour un nouveau produit. Et donc, on va voir qu'on a gardé des trucs là-dedans, mais on a considéré, on s'est un peu réadapté, on est peut-être revenu aussi à notre zone de confort, dans un élément comme ça, mais effectivement, on est revenu à une approche qui était, on a gardé pas mal de trucs, on va le voir, mais en tout cas qui est un peu plus standard, et c'est un peu plus qu'on maîtrisait. Donc ce que je disais à l'instant, c'est ça, quoi. On a pris des pratiques similaires à ShapeUp, on rentre toujours par un problème, donc ça c'est un point important, le nouveau produit y compris, on se dit toujours c'est quoi un problème utilisateur, c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre à travers ça. On continue toujours dans les périodes de design aujourd'hui, même si elles sont plus courtes, on essaie de faire ça en 3 semaines, pas en 6 semaines, c'est pas aussi étendu qu'un shape, on est plus au clair en tout cas sur les problèmes qu'on a taclés, etc. Donc c'est ça ceci explique cela. Et en fait, on essaie toujours de mobiliser une équipe pluridisciplinaire. Ça c'est un truc qui marche bien et qui est cool, parce que franchement, d'une part, en mobilisant les équipes Customer Success et Sales, au-delà de l'acculturation au produit, parce qu'en fait ils comprennent un peu mieux comment on travaille, mais au-delà de ça, c'est surtout que vraiment ils ont de la matière à apporter. C'est-à-dire qu'il y a des éléments où on aurait pu complètement se planter si au moment du shape, entre guillemets, ou du design, ils n'étaient pas autour de la table. Donc ça, c'est des éléments qu'on a vraiment gardés qui sont intéressants. On continue d'imaginer plusieurs solutions. Ça, c'est une demande qu'on a toujours là-dedans, c'est-à-dire
partons pas vers la facilité, la logique de solution, il faut sortir de ça. Effectivement, donc on essaie toujours d'avoir plusieurs solutions voilà, qui sont présentes. On n'a toujours pas de backlog ou de grooming ou équivalent. Alors, pour info, on utilise Jira, il y a un truc qui s'appelle backlog, mais grosso modo, c'est plutôt vite puisqu'on alimente tout le temps nos sprints ou équivalents au fil de l'eau. Et voilà. Et après, on a toujours la logique aussi de la façon dont on conçoit la solution, toujours aussi de partir de l'ultra low-fi, donc le breadboard. C'est un truc qu'on continue d'utiliser pour avancer étape par étape, valider des principes, faire des tests utilisateurs, etc. aussi à certains niveaux, parfois sur la low-fi, ça peut paraître chelou, mais en tout cas on le fait et ça marche plutôt pas mal. Et on reste sur une logique de 6 weeks, on en a pas mal parlé, du côté 6 semaines. On constatait chez nous aussi que c'était les temps, mais même quand on était en Scrum, qui finalement était suffisamment long pour avoir l'impact et suffisamment court pour aussi ne pas avoir un délai d'attente important. Et donc, on a maintenu un peu ces éléments-là. Et donc, ce qu'on se dit, nous, aujourd'hui, par rapport à notre maturité très, très modeste sur le sujet, en tout cas, c'est que c'est certainement un modèle d'organisation tel qu'on l'a présenté en amont, auquel on reviendra, très probablement, parce que c'était hyper séduisant pour l'équipe et ça embarquait tout le monde là-dedans, qu'on y reviendra certainement quand on sera sur un mode plus amélioration continue du produit. Grosso modo, notre nouveau produit, il est shippé, il est sorti avec les éléments qui vont bien dedans. C'est certainement un mode de travail dans lequel on va revenir. Et vu que tout le monde l'a dit, nous aussi on recrute. Voilà, merci à vous.